RCN. Le son de la différence. Bonsoir et bienvenue sur RCN 90.7. Vous écoutez l'émission Grand Écran, l'émission cinéma. Et comme vous pouvez l'entendre avec cette magnifique de Bill Conti, issue du film Rocky. Alors ça c'est la musique qui a été refaite pour Rocky 6. Le dessin animé, Rock c'est Rocky. Exactement, Rock c'est Rocky, donc voilà. film réalisé par Sylvester Stallone. Monsieur Étalon avec Carl Weathers. Non, donc là c'était le morceau original de Bill Conti, bien évidemment, qui a été donc remixé. Ici c'est la version donc de Rocky Balboa. J'en ai jamais parlé alors que c'était le morceau que j'utilise depuis des années. Mais voilà, fallait quand même le dire. Qui dit morceau de Rocky dit forcément revue critique. Et cette semaine, j'ai avec moi donc Jonathan. Comment tu vas, Jonathan ? Ça va très bien, et toi ? Bah écoute, je pète la forme. Et en parlant de paix, comment tu vas, Antoine ? Merci, Ma 8e merveille du monde. Bah oui, traité de paix perpétuelle d'Emmanuel Kant, tout à fait. Absolument. Voilà. Nous Oui. parlons bien de la même chose. Oui, on parle de traité philosophique ici. Toujours. C'est pour ça qu'on a fait Grand Écran. Oui, exactement. Quand la philosophie et le cinéma se rencontrent. Ouais. Et après Kant, il y a Platon. Et en parlant de Platon, l'homme de la cave de Philippe Leguet. Oh là, c'est travaillé ça. C'est T'as vu ça, ma travaillé, gueule ? ça fait 3 jours qu'il la tourne en boucle dans sa tête, celle-ci. Oui, je suis effectivement allé voir L'homme de la cave par Philippe Leguet. Il y a de cela quelques semaines, j'étais confortablement assis, j'ai regardé ce superbe film. Non, il était pas mal ça. C'est avec Jérémy Régnier, Bérénice Bejo et François Cluzet. Qui parle d'un thème qui est très intéressant, assez peu abordé dans le cinéma français, je trouve. En tout cas de ce point de vue-là, parce que l'histoire, c'est Jérémy Régnier qui lui veut se faire un petit peu de sous et il décide de vendre sa cave et il rencontre François Cluzet. Il le trouve sympathique, il lui vend la cave, mais au moment de la signature, il se rend compte que François Cluzet, en fait, non seulement habite dans sa cave, mais en plus, il est totalement antisémite, alors que Jérémy Régnier joue le rôle d'un juif. Il diffuse des blogs assez négationnistes. Extrêmement négationnistes. Voilà. Et du coup, lui, évidemment, Jérémy Régnier, foudrage, refuse de terminer la vente, mais comme il a déjà empoché le chèque, enfin que Cluzet a déjà empoché le chèque, que Cluzet lui dit bah non, on peut considérer que la vente est faite, tu ne peux pas me virer de ta cave, je vais habiter chez toi et je vais faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire des pamphlets antisémites. Qu'évidemment Jérémy Régnier est foudrage, il y a beaucoup d'habitants de l'immeuble sont aussi foudrage et essayent de lui casser la gueule, essayent de le virer, mais François Cluzet est un homme, franchement, quand on le regarde comme ça, il a l'air sympathique, jamais un mot au-dessus de l'autre, on en viendrait presque à s'apitoyer sur lui. Et pourtant, tous les habitants, enfin une partie des habitants de l'immeuble essayent de lui casser la gueule. Et c'est extrêmement bizarre de se dire mais est-ce qu'il est vraiment si méchant que ça ? Bah oui, c'est un négationniste quand même. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé ce film pervers, mais dans le bon sens du terme, pour forcer le spectateur à prendre un point de vue qu'on n'a jamais l'habitude de prendre et de retourner complètement... d'humaniser la personne derrière, en fait. D'humaniser l'antisémite et simplement de dire maintenant... Un peu comme le fait les médias avec un certain Z. Oui, certes. En tout cas, c'est un film qui tombe à point pour la présidentielle 2022. Mais effectivement, c'est intéressant de remettre l'antisémite dans le rôle du rat de la cave, le rôle que tenaient les Juifs justement pendant la Seconde Guerre mondiale et de complètement retourner le concept. Alors, il est clair que l'arc narratif des personnages n'est pas totalement abouti. Celui de Bérénice Bejo est peut-être celui qui laisse le plus à désirer. Souvent, elle commence à gueuler, puis elle s'en va, puis elle revient, et c'est assez artificiel, c'est dommage. Pourtant, son personnage pouvait être largement plus creusé. Celui de la fille de Jérémy Régnier qui se prend de passion pour l'histoire grâce à ce professeur révisionniste, négationniste même, est vraiment intéressant. Il aurait pu aller plus loin aussi. Mais je trouve que ce film s'est fait un petit peu défoncer par la presse et c'est dommage parce qu'il y avait plein de bonnes intentions, pas mal d'idées. Il y a un petit côté téléfilm, d'accord, mais je trouvais que le rapport de force entre Régnier et Cluzet était très bien vu, assez bien fait, bien écrit et ça... La fin pose pas mal de questions, on se laisse emporter. Vraiment, c'est disons que dans intéressant. le paysage du cinéma français, on n'a pas trop l'habitude de voir
on va dire, cette espèce de retournement de situation. Donc, c'est-à-dire, en fait, l'apitoiement envers une personne qui a quand même des points de vue complètement négatifs et en fait, qui se fait bully, qui se fait tourmenter par les autres qui, en fait, Bien sûr. sont le fond de pensée universel, quoi. Parce que s'il y avait plus de polars ou de thrillers en France qui auraient du succès, qui auraient été bien écrits, effectivement, peut-être que ce film paraîtrait complètement mineur et on n'en parlerait même pas. Mais là, il y en a quasiment pas. Et le simple fait que faire un film un peu thriller, un peu polar et d'essayer de prendre un point de vue totalement opposé, de sortir complètement de la zone de confort dans laquelle on a l'habitude d'être dans le cinéma français, ça permet vraiment de discuter de choses différentes, de différents points de vue. C'est pas si mal. Disons qu'on peut plus. On peut pas considérer les négationnistes comme étant uniquement sous le prisme que ce soit que des salauds. C'est aussi des gens qui essayent de vivre comme les autres, qui peuvent être sympas ou pas. Et là, on se dit, oui, bon, est-ce qu'on a envie de leur casser la gueule? Évidemment. Mais est-ce qu'on va le faire? Pas forcément. Enfin, c'est toujours ce point de vue du salaud, oui, mais Ça parle peut-être aussi du comment on le devient, c'est-à-dire que comment on devient salaud. Oui, aussi. et c'est là où ça peut être intéressant. Bon, j'ai pas vu le film, mais je me souviens que tu m'avais dit que justement dans le fait qu'on a de manière évidente assez peu de thrillers français aboutis, de films policiers français aboutis depuis un certain nombre d'années. Peut-être que voilà, ce genre de film profite un peu de ça pour pour faire passer un moment un moment sur un film français un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Et donc peut-être que c'est aussi la richesse que peut avoir le film, c'est de traiter dans un genre et de sujets un petit peu inédits pour ce qu'est le cinéma français de manière générale en ce moment, quoi. Bah oui, c'est ça. J'aimerais vraiment. En plus, c'est pas très compliqué. Ça, à mon avis, ça a coûté que dalle. Un décor de cave, 3 décors extérieurs, un décor d'appartement. Bon, 3 acteurs connus, d'accord, mais c'est pas du tout insurmontable et c'est à la portée de beaucoup de productions françaises, je pense. Donc c'est essayer de relancer une petite fabrique de films inconfortables, de se dire un petit peu à la Monsieur Klein, on se souvient de ce film de Joseph Losey où Alain Delon, qui est un collaborateur, un collabo, en fait, apprend qu'il y a un juif qui s'appelle exactement comme lui, Monsieur Klein, et il essaye de partir à la recherche de ce Klein en question, et du coup plus il avance, plus il se fait passer pour ce personnage juif, et plus le film devient étrange et malaisant, et c'est justement je trouve que c'est quand même important de sortir de sa zone de confort pour se souvenir de la Shoah et d'en parler avec les armes qu'on a aujourd'hui, avec le prisme de l'histoire, et du coup de ce point de vue-là, je trouve que le film de Philippe Legay est assez réussi. Eh ben écoute, très très bien. Alors là, cette fois-ci, on va commencer à taper sur les blockbusters. Enfin, taper, pas totalement, hein. Je parle pas de façon négative, bien évidemment. Mais parce un qu'on petit peut peu quand taper même. de façon positive. On peut taper, bien évidemment, de façon positive. Allez, soirée techno. Allez, on attaque donc Bravo. directement avec Mourir peut attendre, donc No Time to Die, le dernier James Bond, réalisé par Kari Joji Fukunaga, qui avait notamment officié en tant que réalisateur pour les séries télé, notamment donc True Detective saison 1, où il était particulièrement reçu positivement. Eh ben, j'ai envie de dire, l'histoire donc Bond qui a quitté ses services secrets, son vieil ami Félix donc débarque pour lui solliciter son aide, sauver un scientifique qui a été kidnappé, mais Bond va se retrouver au travers à travers celle-ci en fait d'un mystérieux va retrouver finalement aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. On retrouve finalement tout ce qui était le principe de cette saga James Bond derrière, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment les films qui sont reliés les uns aux autres à travers je crois que c'est 15 ans déjà que 2006, Daniel Craig, 2021. Voilà, donc 15 ans tout pile. 15 ans tout pile, qui a officié Daniel Craig, donc qui avait commencé avec Casino Royale. On a eu cette chure immonde qui était Quantum of Solace. Après, donc Sam Mendes avait quand même relevé le niveau avec donc Skyfall et avait rebaissé le niveau avec avec Spectre. Là, on se retrouve finalement, je trouve, avec une belle conclusion. On a vraiment quelque chose où la boucle est bouclée. Il y a quelque chose, c'est vraiment terminé. C'est vrai que d'ailleurs ils ont fait un petit peu la publicité, genre non, ne spoilez pas pour les autres gens qui vont voir ce film. Je trouve que forcément il a certains effets positifs, négatifs dans sa réalisation. Je trouve que Fukunaga par contre
pas dans sa réalisation, mais par contre la réalisation de Fukunaga est quand même très bonne. Je trouve que les scènes d'action sont très lisibles. Il y a du mouvement, le film ne s'arrête pas. Au bout de ces 2h30, je crois, à peu près 2h35. Les scènes je n'ai pas vu les scènes de baston sont très lisibles. Oui, et pour du 2h35, je n'ai pas vu le temps passer, contrairement à Dune. Ça, c'était quelque chose quand même de très important à le dire. Malgré une interprétation inégale, je trouve quand même le film garde la plupart du temps sa force, en fait, sa force émotionnelle, sa force à travers les enjeux qui sont mis en place, les histoires. C'est vrai que le méchant, il est quand même absolument pété. Je pense que c'est pas seulement la faute, enfin, je pense que c'est même pas du tout la faute de Rami Malek, Non. mais je pense que c'est surtout dû à l'écriture. Ouais. Ouais, voilà, je trouve qu'en fait, voilà, le livre est fermé, il y a une belle histoire, il y a une belle conclusion, ça fait un écho en plus à un des meilleurs James Bond, pour moi un de mes bons favoris, qui s'appelle Au service secret de Sa Majesté, notamment avec Lazenby. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est retenu derrière, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est retenu comme un vrai hommage, on a envie vraiment de faire quelque chose de bien derrière ce film, et je trouvais ça cool. Mais c'est un film qui reste bien ancré dans son époque Oui. et en même temps qui fait plein de clins d'œil à tout ce qui se passé. faisait avant, au passé. Mm-hmm. On reste sur des laboratoires scientifiques cachés, soutenus oui. à moitié par les Russes. Il y a Les anciennes zones communistes et tout. voilà, anciennes zones les communistes. zones cachées. Ils se baladent en Italie, ils se baladent en Jamaïque, en Norvège. Ça pas commence très loin en du Grèce. Japon, en Grèce, oui. Non, c'est pas l'Italie, c'est la Non, Grèce. non, c'est la l'Italie. Sardaigne. C'est la Sardaigne, pardon. Voilà. La Grèce et la Sardaigne, même combat pour Non, Roland. non. Non, c'est parce qu'en fait, j'avais confondu que le personnage de Vesperline était grec et non italien. Enfin, ouais, vas-y. Tout à fait. Oui, parce que voilà, désolé, je spoil le début, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. C'est pas le pire. Non. Et non, bien, les scènes de combat intéressantes. C'est vrai que le rythme est bien fichu. Mm-mm. On s'ennuie pas une seconde. Après, bon, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais les 2h30 se filent assez bien. Ouais. Ah, puis mention spéciale niveau placement de produit, parce que je pense que niveau alcool, ils sont allés un peu trop fort. J'ai jamais vu autant les personnages picoler à travers tout le film. Bah, c'est pas mal, c'est bien, voilà. C'est quand même surprenant, parce que on se dit quand même James Bond qui est quand même devenu un peu plus comment dire, très propre sur eux-mêmes sur certains aspects, notamment on le voit pas fumer, ça fait depuis longtemps qu'on arrête ça, et là on le voit mais picoler comme pas permis. Du coup ça m'a fait un peu marrer, quoi. Ils ont décidé de garder ce dernier vice, quoi. Dans James Bond, il sera alcoolique. Et puis ils en parlent, hein. Ils le sont clairement, ils le savent. On boit parce qu'on a envie de boire, on a besoin de boire. Et ils écrivent des scènes autour de ça qui passent bien justement dans les rapports entre personnages. Comme ça, on continue à voir une espèce de misanthrope dans James Bond, et en même temps une espèce de mec qui essaye de se racheter, un peu désespéré. C'est pas trop mal. Moi, j'ai trouvé ça quand même un peu en dessous de Casino Royale, mais ça va. Je trouve que pour un blockbuster, ça reste honnête, en fait. Oui. Je n'ai pas l'impression d'avoir été genre en mode un peu floué ni rien. C'est vrai que par exemple quand on revoit l'apparition de certains personnages issus du passé de Bond, on pourrait se poser les questions genre mais pourquoi ils sont là, mais en fait on sait très bien que c'est pour conclure vraiment totalement l'histoire, quoi. Je pense notamment à un personnage, mais je ne dirai pas le nom, mais bon, on comprend très bien de quel je parle. Jacques Chirac. Ouais, exactement. Exactement, Jacques Chirac, donc campé par Chris Valls. Pour le coup, donc on va faire une petite pause BO. Un morceau qui est issu à la base du film Au service secret de Sa Majesté, mais qui apparaît également donc dans Mourir peut attendre, qui sert de générique de fin, le morceau de Louis Armstrong, We Are All the Time in the War. Et voilà, donc c'était un morceau issu du film No Time to Die. Pas le temps de mourir. Pas le choix, faut y aller. En parlant de pas le choix, ok, ça commence bien. Pas le choix, je sais pas. Pig de Michael Sarnowski. L'histoire c'est quoi? C'est l'histoire de Nicolas Cage. Non, je vais arrêter de faire la blague sur Nicolas Cage. Donc un chasseur de truffes, donc campé par Nicolas Cage. Donc. Bon, ça se chasse la truffe. Mais oui. D'accord. Un chasseur de truffes. Écoute, moi j'ai retranscrit les synopsis que j'ai trouvé sur le net, hein, donc c'est la communication du film, s'il te plaît. Donc, un chasseur de truffes vit en ermite dans la nature sauvage de l'Oregon. L'enlèvement de son cochon truffier, donc, le pousse à retourner vers la civilisation et donc refaire face aux démons de son passé. Alors, c'est un film au propos et à l'allure finalement très étonnante.
par sa sobriété. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un récit qui mêle autant l'hermétisme de Rob, donc campé par Nicolas Cage, au code du film noir, au néo-noir, tout en refusant de céder, on va dire, à la facilité de la violence, la représentation de la violence. Parce que on pourrait penser même plutôt que Nicolas Cage, putain, on lui a volé son cochon, il va péter un câble, il va casser la gueule à tout le monde. Il va boire une bouteille de vodka entière et dans sa glace. Et en fait, non, c'est une rétrospection en fait de son passé sur sur son propre deuil et finalement même sur autre chose, parce que finalement c'est je dirais que la force du film en fait représente la cuisine comme un art de la mémoire. C'est-à-dire en fait à travers ici on a ça aborde en fait de différentes façons le deuil, et notamment dont celui d'un père par le prisme du culinaire. Et je trouvais ça très intéressant, la façon dont c'était mis en place. Alors c'est vrai que le film est très abrasif, par contre, il est très sobre. Il a une sobriété qui lui équivaut. Donc c'est un film qui finalement a un aspect, on va dire, même si j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est caricatural un peu, mais c'est un côté très Sundance. D'une certaine manière. C'est un peu arty. On voit très bien ce que tu veux très dire. Arty, très autoriste, très sobre. L'esthétique de Sundance. Mais c'était très intéressant parce qu'en fait, je trouvais que utiliser Nicolas Cage, on va dire, dans un certain, en gros guillemets, contre-exemple, parce qu'on a déjà parlé comment Nicolas Cage peut être un très bon acteur sans de manière partiale à surjouer. Je trouvais en fait qu'il était très intéressant, c'est-à-dire de jouer un personnage quasiment mutique, de travailler uniquement sur le regard. Et de faire comme si c'était une introspection, enfin l'introspection de son ancienne carrière de cuisinier. Bon, désolé, je spoil un petit peu. En fait, on a l'impression aussi de voir en lui-même son introspection sur sa propre carrière en fait, en elle-même. Et je trouve ça très intéressant. Il y a un beau parallèle en fait et on comprend en fait l'utilisation de cet acteur. Je crois qu'il y a un beau parallèle qui est mis en place dans ce film. On va dire son personnage aussi, le personnage secondaire, donc campé par Alex Wolff, petit acteur que l'on voit maintenant dans Hérédité, que l'on voit dans pas mal d'autres films, qui s'en sort pas trop mal aussi. Non, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce film. J'ai pas envie de le bâcher. C'est pas l'un des gros films du mois, on va dire très clairement là-dessus. Mais je trouve qu'il a un côté attachant derrière en fait. La façon dont il arrive à travailler en fait les émotions, notamment le travail sur le deuil. Voilà, c'est un film très intéressant, très bizarre à voir. Mais ça valait il faut donner la chance et l'opportunité à tout type de film. Regarder un film où Nicolas Cage joue un ermite, c'est déjà un projet intéressant. Mais il est sorti dans combien de salles ce film Voilà, autant que ça. Voilà. Moitié moins, je pense. Exactement, voilà. Du coup, c'est à toi, Jonathan. Tu vas enfin nous parler donc de French Dispatch, le film de Wes Anderson. Nous t'écoutons. Je sens des regards réprobateurs commencer à me regarder, notamment Antoine. Alors, d'une certaine manière, je vais juste commencer là-dessus. Moi, j'adore Wes Anderson, mais j'ai jamais. Ce film ne m'a pas donné envie. Techniquement, je sais pas pourquoi. Non. Après, donc moi, je suis allé voir ce film avec aussi un petit a priori, je dirais pas négatif, mais la bande-annonce m'avait absolument pas emballé. C'est quand même un réalisateur que j'aime bien globalement. Il y a certains de ses films que je trouve très bons. Et disons que ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un certain plaisir en général à le retrouver. Tu vois, c'est-à-dire que tu sais qu'une fois tous les 2-3 ans, tu auras ton petit film de Wes Anderson où tu sais que ce sera ou pas mal ou éventuellement vraiment bon. Et il y a quand même quelque chose comme ça de retrouvailles que j'attends un petit peu avec ce réalisateur, parce que je vais peut-être parler déjà un petit peu de l'histoire du film. Ce qui me donnait pas forcément envie de le voir justement avec la bande-annonce, c'est qu'il s'avère que c'est un film à sketch, c'est-à-dire que un film où voilà, il va y avoir 200 acteurs, où il y aura pas d'histoire continue. En fait, le film raconte l'équivalent d'une revue parisienne qui serait écrite par des correspondants étrangers. Et donc du coup, on va suivre un petit peu Wes Anderson, Owen Wilson, on va suivre Frances McDormand, on va suivre Jeffrey White, la famille Wes Anderson quoi. Voilà, en fait c'est ça. Là, on retrouve quasiment tous les acteurs. C'est ça. Il y a quelques nouveaux, bien évidemment, comme Timothée Chalamet, aussi la petite actrice, la jeune actrice Lydia. Oui, voilà, j'ai oublié son nom. Ouais. Donc voilà, il y a des nouveaux. Il y a aussi le fait que il y a un petit peu la famille de Wes Anderson américaine, mais il y a aussi des Français là du coup qui se greffent parce que le tournage a eu lieu en France. Et donc voilà, c'est un film à sketch avec ce que ça a de limite d'un point de vue, je trouve, émotionnel. C'est-à-dire que voilà, on a des histoires assez courtes finalement où on n'a pas
toujours déjà elles sont inégales, c'est-à-dire que il y a tout de suite le constat qu'il y en a qui sont vraiment pas mal et d'autres peut-être un peu moins intéressantes. Et donc il y a quand même cette petite déception qu'on peut avoir à première vue, de se dire que toute cette machinerie de Wes Anderson avec ce casting absolument incroyable, avec le fait qu'on est sur un réalisateur qui approche aujourd'hui d'une espèce de perfection technique que moi je trouve assez dingue, qui peut être complètement vaine. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont pas aimé le film, c'est de se dire à quoi bon. C'est-à-dire que ce style tourne à vide, ce style, toute cette virtuosité, en fait, finalement, si elle sert des petits articles, des petites histoires de 20 minutes, à quoi bon? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément l'émotion que certains cherchent et qu'ils ont eu par le passé. Donc ça, en fait, c'est clairement des arguments qui sont bons. Et pour autant, malgré tous ces arguments qui font que éventuellement, il y a eu, enfin, j'aurais pu ne pas aimer le film, et puis je peux comprendre ceux qui ont vu, voilà, un peu pas de la supercherie, mais quelque chose d'assez factice. Et ben finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, le film est ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de lire une revue. Voilà, c'est un film qui va peut-être pas au bout enfin, qui aurait peut-être dû sélectionner une de ces histoires et en faire un vrai long métrage. Il peut y avoir un regret là-dessus, mais il se trouve que moi, ça m'impressionne assez. D'une, il y a ce côté retrouvailles, comme je disais, qui reste, je trouve, chaleureuse. Et en plus, moi, quand tu parlais de Dune tout à l'heure, du fait que contrairement à Mourir peut attendre, Dune, tu t'étais quand même pas mal ennuyé. Il y a un truc que je me dis, c'est que c'est un film où, là, je me disais, tu vois, je suis beaucoup plus impressionné d'un point de vue graphique par le film de Wes Anderson, mais d'un point de vue esthétique, je trouve à chaque plan, enfin quasiment, je trouve ça assez incroyable. Alors certains diront pour rien, parce que du coup, peut-être qu'on peut dire qu'il y a rien, il n'y a pas de dramaturgie derrière. Mais en fait, ça ne m'empêche pas de passer un bon moment. À partir du moment où tu acceptes l'idée que ce n'est pas peut-être un grand Wes Anderson, tu te dis, mais en fait, j'ai quand même vu, voilà, du cinéma en regardant ça. J'ai quand même vu j'ai souri, j'ai peut-être pas été, mais en fait, j'accepte l'idée que, voilà, ce Wes Anderson là, c'est peut-être pas mon préféré, c'est peut-être pas là où je l'attendais le plus, mais ça reste un film, je suis certain que d'ici quelques années ou quelques temps, j'aurai envie d'y replonger, de revoir cette petite chronique pleine de peut-être un peu de clichés, mais mais en fait qui au final échappe au réel. On n'est plus on échappe au réel dans ce film. Et de voir ce perfectionnisme absolu qu'il a dans la conception de ses plans, ça me fascine un peu. Enfin, clairement, je peux comprendre qu'on rejette ça, mais je n'y arrive pas. Enfin, j'étais quand même par moments un petit peu ébloui par le film. Alors que tu te dis, c'est pas un blockbuster, tu vois, mais j'étais quand même ébloui techniquement par ce que je voyais. J'ai trouvé ça vraiment spectaculaire par moment. Et à un moment donné, comme c'est un film qui, je le reconnais complètement, est très bavard, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire est racontée, il y a de la voix off, ça n'arrête jamais. C'est un train infernal, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, j'écoutais même plus, en fait. Je regardais les images et je conseille aux spectateurs qui vont peut-être être fatigués au bout de 10 minutes de film en me disant, voilà, ça y est, ça va dans tous les sens. N'écoutez pas ce qu'ils disent. Regardez juste. Et moi, j'ai pris un plaisir comme ça. Après, il y a une formule d'un pote de Seb, à qui on passe le bonjour, qui a qualifié le film de cabotinage cinématographique. Et je peux pas nier que c'est une phrase qui dit quelque chose sur le film. Il y a quand même un côté, voilà, qui se regarde. Il y a un côté comme ça qui tourne sur lui-même dans le film. Surtout que déjà à la base, c'est très difficile de représenter ou même de décrire directement ce qu'est le style de Wes Anderson. Parce qu'en fait, c'est un réalisateur qui reste pas totalement bloqué sur un style techniquement parlant de mise en scène très précise. Il peut voguer d'un sens à un autre. En fait, lui, il est plus sur un style, on va dire, de rythme, de faux rythme. Et surtout, par exemple, aussi un travail de la voix off, d'une certaine manière. Après, ces détracteurs le diront que s'ils se répètent sur certains trucs au niveau du style, voilà. D'une certaine manière, t'as une symétrie à chaque fois, t'as un jeu sur la symétrie, t'as quand même, si t'analyses de film en film, il y a limite cette idée que même pour les... On l'a vu évoluer avec le temps, et en fait, c'est là, en fait, où peut-être French Dispatch peut être le moment tournant aussi dans sa carrière. C'est est-ce qu'il va continuer à évoluer ou est-ce qu'il va continuer à
on va dire pas régresser, mais à rester dans un même style. Parce que c'est vrai que par exemple, si on pense à Moonrise Kingdom et au Grand Budapest Hotel, ce n'est pas du tout les mêmes que par rapport à La Famille Tenenbaum ou encore même à La Vie aquatique. Donc il y a quand même, c'est un réalisateur qui a quand même réussi à évoluer à travers avec le temps, peut-être aussi parce qu'il a un meilleur budget aussi, il faut quand même le signaler. Après, ça fait 10 ans Mais- qu'il a sorti Moonrise Kingdom. Est-ce qu'il va C'est- pas continuer dans cette veine? Bah voilà, Bonne c'est question. ça. Disons que j'ai vraiment l'impression d'un espèce d'apogée de certains points de vue de ces films. C'est-à-dire que. Ouais, est-ce que c'est pas un d'un best-of point de en fait vue- de tout ce qu'il a fait auparavant? Je Ouais. dirais pas un best-of, mais d'un point de vue d'une certaine esthétique qu'il a développé, tout ça, il y a limite un apogée qui fait que le film n'est pas aimé par beaucoup, même de gens qui aiment plutôt Wes Anderson. Mais C'est là, il y a vrai eu que- l'idée de voilà, tout ce fait, c'est trop. Il y a vraiment un côté, j'ai vu le film avec plusieurs personnes qui étaient plutôt des gens qui appréciaient ce réalisateur, et puis là, c'est le film de trop quelque part. C'est là où quelque part, d'un côté, il touche l'apogée d'un certain aspect de sa réalisation, et en même temps, on s'aperçoit que cet apogée, pour certains, ça ne servait pas de le faire, quoi. En fait, ça ne servait à rien, et qu'il y a rien qui se cache derrière cette capacité incroyable à construire un certain nombre de choses avec la caméra. En fait, finalement, ça cache du vide pour certains. Moi, je sais pas si ce sera peut-être un film pivot. Peut-être qu'après ce film-là, où il a été presque à fond sur ce tapé-là de la réalisation, avec tous les clichés que que le cinéma de Wes Anderson peut regrouper, et que moi j'aime plutôt ces clichés, en fait, s'il se trouve. Mais peut-être que voilà, ça va être quelque part une forme de conclusion, et que ça va lui permettre de déboucher sur l'envie de rechercher autre chose, pourquoi pas. Et si ce n'est pas le cas, j'irai voir le prochain avec quand même ce nouveau désir de retrouvailles, avec je veux dire, c'est un des quelques cinéastes qui, en même, que t'aimes ou pas, a une signature. Oui, C'est un des oui. quelques cinéastes où je trouve qui est l'inverse opposé de la paresse, parce que certains disent oui, mais il fait toujours la même chose. Non, je veux dire, ce qu'il fait d'un point de vue perfectionnisme, c'est quand même, C'est très recherché à c'est chaque voilà. fois. Ouais. Et moi, je reconnais une forme de respect vis-à-vis de ça, puisque c'est une forme d'exception aujourd'hui. Le désir de mise en scène des réalisateurs qui, de plus en plus, j'ai l'impression, en tout cas, soit n'ont plus d'imagination, soit n'ont pas le temps de la mettre en œuvre. Oui. Et là, moi, j'y vois l'inverse là, et ça me fait un plaisir. Il y a un petit il y a un côté jouet, tu vois. Il y a un plaisir de jouer, son film, c'est son petit bébé, son petit jouet qui sa petite maquette comme ça. Et moi, je trouve un plaisir dans cette conception là, même si on peut dire que c'est juste un jouet qui n'a pas d'intérêt pour tout le monde. Tout le monde n'aime pas jouer avec ce jouet, moi un peu. C'est vrai qu'il est très dur de voir parmi les jeunes générations de réalisateurs, peut-être à part Xavier Dolan ou autre, un peu dans son style. C'est vrai qu'on a très peu du mal à trouver, en fait, par exemple, toutes les thématiques abordées des réalisateurs, leur choix et leur style de mise en scène. Donc c'est vrai que il y a un côté presque universel caché derrière, mais des réalisateurs qui se cachent très bien par rapport à derrière leurs films, c'est des gars comme Soderbergh, par exemple. Et c'est vrai que l'on ne retrouve plus vraiment de réalisateurs qui ont des pattes particulières ces derniers temps, tu vois, en termes de jeunes réels. Peut-être à part Ari Aster et aussi d'une certaine manière Ouais, c'est le vrai, réalisateur Ari Aster, de Lighthouse, Robert Eggers. Ouais, là on est en train de faire quasiment du favoritisme sur des réalisateurs estampillés A24. Ouais, c'est du A24. tout ça. Mais Ouais. pareil, David Lowery. Mais c'est des réalisateurs qui sont tellement soutenus par leur production que c'est peut-être même plus simple pour eux, en fait, de travailler ainsi. Et c'est vrai que quand on voit par exemple des jeunes réalisateurs qui partent aux sirènes des blockbusters, comme on peut le voir avec notamment Colin Trevorrow avec les Jurassic World, comme on a pu le voir avec le jeune réal aussi Mark Webb avec les Spider-Man actuels de Sony, on voit plus rien derrière, en fait. C'est ça le truc. Après, c'est ça, c'est qu'en fait, avoir une signature en tant que réalisateur n'est évidemment pas le principal point positif d'un film. Je veux dire, moi je regarde pas un film, le plus important c'est la qualité du film. Oui. Mais c'est devenu tellement une exception que peut-être que c'est quelque chose qui prend peut-être aussi un peu plus de valeur, parce que ça implique un certain travail de l'artiste, du réalisateur, à avoir réussi à imposer une vision quelque part. C'est ça. Et que en fait c'est devenu quelque chose de beaucoup moins présent. Mm. Il y a des réalisateurs pour lesquels cette signature me déplaît. C'est-à-dire il y a des réalisateurs où justement je suis pas content quand je vois le film de voir cette signature, de voir. Lars von Trier.
Oh non, non. Mais il y a, oui, non, mais il y a des réalisateurs où cette signature ou cette façon de se montrer en tant que réalisateur peut aller à l'encontre de la qualité du film, du moins de la manière dont moi je le reçois. Bah, quand on a vu Lux Aeterna, c'était un peu spécial. Moi, Et qui pourtant, selon Gaspard Noé, est son film le plus personnel. Le plus personnel, ouais. Parce qu'il l'a fait juste après sa rupture d'anévrisme, je crois. Non, il avait fait Ah oui, je savais pas. Si, il a fait il a eu un truc au cerveau. C'est marrant que tu D'accord. dis ça parce qu'il se trouve que j'ai vu cette semaine Climax. j'avais pas vu Climax et puis je repensais à cette idée que tu vois c'est des réalisateurs voilà où tu peux rejeter, tu peux repousser, il y a des arguments très très clairs et très nets pour dire par exemple Climax ou son dernier c'est pas des grands films tout ça. Mais c'est des réalisateurs qui ont totalement leur place. C'est ça et j'ai quand même un certain plaisir à aller vers eux et puis à les retrouver quand ils proposent un nouveau projet, ne serait-ce que pour cet aspect-là de leur capacité à construire un cinéma qui leur ressemble, avec peut-être des fois leurs limites, mais avec cette capacité qu'ils ont eu au fur et à mesure de leur carrière à imposer leur style et ce qui est devenu quelque chose d'assez rare. Voilà. Merci Jonathan, on va donc avancer dans cette émission et on va parler donc du dernier duel, le film de Ridley Scott. Absolument, on va en parler. J'allais dire le dernier film, mais en fait c'est presque plus son dernier film parce qu'il y a bientôt La Maison Gucci qui va sortir. Donc c'est son premier film, oui, son premier film de depuis 2021. 15 ans. Alors, me lance pas là-dessus s'il te plaît. Pourtant, on va être obligé. Et pourtant parce que Alléluia. Alléluia, Ridley Scott a fait un grand film. Ça fait depuis 21 ans que je l'attends, moi, merde. Oui, donc, je vais dire du bien de Ridley Scott. Et pour ceux qui connaissent l'émission, ils vont tomber de leur chaise. Ouais, donc Antoine, vas-y, raconte-nous le dernier duel. Le dernier duel, c'était pour moi peut-être une des plus grandes découvertes de 2021, parce que Ridley Scott, on l'avait vu dernièrement avec les aliens, etc., qui nous avait relativement peu emballé, on va le dire comme ça. Et franchement, j'avais plus d'espoir. Et pourtant, Ridley Scott revient avec un film de chevalier. On se souvient aussi de son Robin des Bois, que je n'avais pas trouvé extraordinaire non plus. Mais qui l'a trouvé extraordinaire? Lui, peut-être, je ne sais pas. Ouais, faudrait que je pose la question à un certain Jérôme D aussi, s'il a... Peut-être que lui, il a beaucoup aimé. Mais en tout cas, Ridley Scott s'est dit, je vais adapter un livre qui est sorti il y a quelques années autour qui s'appelle aussi le dernier duel, qui tourne autour d'effectivement ce qu'on a appelé le dernier duel judiciaire en France. Exactement. Qui s'est passé en 1386 et qui raconte l'histoire d'un chevalier qui porte plainte auprès du roi parce que un de ses anciens amis a violé sa femme. Et du coup, tous les recours judiciaires ayant été épuisés, il décide d'avoir recours à une forme désuète de justice qui n'était plus employée depuis le début du XIVe, et encore à ce moment-là, plus personne, ni l'Église ni la royauté n'en voulait. Il décide du coup d'avoir recours au duel judiciaire, c'est-à-dire que tu te bats à mort contre ton opposant. C'est un combat à mort. Oui. C'est un combat à mort, et celui qui gagne aura raison. Voilà. Il aura les faveurs de Dieu, il aura raison. Enfin bref, déjà à l'époque, c'était vu comme quelque chose de complètement désuet. D'ailleurs, il faut quand même le souligner. Les chevaliers s'amusaient pas à faire ça tous les dimanches. Non. Ils étaient pas loin, ils étaient pas stupides. Du coup, c'était quelque chose d'exceptionnel à l'époque. Ça me donne des idées pour la présidentielle, ça, comme principe. Il y a peut-être un Eric Z qui va s'en inspirer pour dire ah oui, c'est vrai, on sait pas qui a fait le coup. Bon, battez-vous à mort. Je suis pas sûr qu'il gagnerait. Ouais. C'est pas sûr. Mais du coup, oui, c'est assez étrange. Et le film, en fait, part de 3 points de vue. Du coup, le point de vue de Matt Damon, le mari bafoué, entre guillemets. Le point de vue qui joue le rôle de Jean de Carouge. Voilà, donc Jean de Carouge campé par Matt Damon. On a Jacques Legris, donc campé par Adam Driver. Et on a Marguerite de Carouge, du coup, la femme de Matt Damon, qui est campée par Jodie Comer. Et du coup, on a d'abord excellente actrice, bien sûr. Et du coup, on a d'abord le point de vue de Matt Damon, puis le point de vue d'Adam Driver, et enfin le point de vue de la femme de Jodie Comer. Et tout ça se mêle très très bien. Après chaque point de vue, en fait, on a une vision différente de chaque action qui s'est passée, et on rentre complètement dans
dans les habitudes du Moyen-Âge, dans les rapports de force qu'on voyait au Moyen-Âge. Et de la part du réalisateur qui a fait Robin des Bois, c'est exceptionnel de voir à quel point il a voulu, dans sa réalisation, rentrer dans ces détails du Surtout Moyen-Âge. qu'on a une mise en scène très impeccable, pardon. C'est Lapsus. oh, le lapsus. Il peut pas s'empêcher de dire du totalement. mal de Ridley peut Scott. pas, Ça sort tout seul au bout d'un moment. C'est très compliqué. Non, je trouve que la mise en scène est vraiment impeccable là-dessus. Et quasiment dès le début, en fait, de l'introduction, quand on voit la longue mise en place de préparation des armures, qu'on voit déjà tout le poids, en fait, que porte un chevalier, on se dit, ah oui, donc il va pas faire 10 mètres de haut, il va pas courir partout. On le sent très bien dès le départ. Trapu, Voilà. qui... Et je trouve qu'il y a aussi un joli travail sur la représentation du Moyen-Âge. Donc, certes, qui peut être un peu caricatural, mais en même temps, la plupart du temps, ça se déroule en hiver. Donc, on a un Moyen-Âge assez sombre, monochrome, froid, neigeux. Ça, pour moi, c'est peut-être un certain reproche de dire, écoutez, au Moyen-Âge Mais toi, aussi, t'es historien. Mais Donc j'ai là, fait de l'histoire, pas tout à fait Il y a le côté pareil. aussi sur l'omniprésence de l'Église qui montre aussi le poids que notamment perçoit Marguerite à travers toute l'histoire aussi. Bien sûr. Et je trouve que la narration est intelligente. Tu as très très bien fait de le dire, que c'est découpé en plusieurs parties, parce que finalement, je trouve que d'ailleurs, il faut quand même saluer qui est derrière le scénario, donc c'est Matt Damon et Ben Affleck, parce que finalement... Pas que, mais ils ont quand même travaillé à fond. Ils ont travaillé avec une scénariste aussi. Oui, voilà. Honte à moi, j'ai oublié le nom. Mais ça pourra se retrouver. Voilà. Mais du coup, ils étaient à 3 derrière le scénario et comme d'habitude, la paire Matt Damon et Ben Affleck travaillent plutôt bien. Ils ont eu l'Oscar en 90, avec Will Hunting. avec 97 ou 98 avec Will Hunting. Ils se connaissent très bien, ils jouent ensemble. C'est ça aussi. Tu te retrouves dans un film fait par des gens qui se connaissent très bien. Et la force, en fait, l'idée même qui était très intéressante de devoir fait les 3 points de vue différents, permet de montrer aussi une des forces de ce film que je trouve très intéressante, enfin extrêmement intéressante en fait, c'est qu'aucun personnage n'est terriblement manichéen en fait. Non, on voit ça, toutes les questions de manipulation d'un côté comme de l'autre. Alors bon, certes le personnage de Ben Affleck, il est un peu farfelu. On a vu Pierre d'Alençon avait d'autres chats à fouetter que de faire que des partous à tout bout de champ, ça faut quand même le dire. Au Moyen-Âge, les mecs, ils avaient aussi conscience de leur devoir, faut pas l'oublier. Écoute, c'est le comte d'Alençon. Il aimait bien son pote Jacques Legris, voilà, on va pas en dire plus. Il y a aussi quelque chose qui m'a un peu frappé, qui peut paraître un peu maladroit à l'écran, c'est le roi Charles VI est montré comme un petit peu bizarre, un peu foufou, et t'as l'impression que il était encore jeune à l'époque. que si Ridley Scott montre ce roi comme ça, c'est pour montrer que les rois sont des tyrans, en gros. Et simplement, et on a l'impression, enfin quand j'ai regardé le film, j'ai l'impression qu'il veut montrer un tyran, alors qu'en fait, en vrai, Charles VI était réellement fou. Oui. Il a eu une crise de folie d'ailleurs quelques années plus tard, à partir de 1393 je crois. Et c'est un roi qui clairement était fou. On a été obligé de l'éloigner du pouvoir. Il y a eu plusieurs régents. C'est une des raisons qui a fait que la guerre de 100 ans s'est éternisée. Mais du coup ça peut paraître un peu maladroit cinématographiquement parlant, mais historiquement parlant, et je trouve que c'est normal. Je trouve que le film s'en sort très bien sur les thématiques mises en place, notamment sur le poids de la rumeur, la particularité des témoignages, tout ceci fait forcément écho actuellement, mais je trouve que c'était très intéressant en fait de terminer par le point de vue de Marguerite et qui donne tout son sens aussi sur les plans de fin. Oui, tout à fait. Qui elle est toujours derrière son mari forcément, alors qu'en plus le duel. On ne sait pas comment finit le duel. Non, mais je dis pas ça. J'ai pas dit duel. Attention, j'ai pas dit. Et puis surtout qu'en plus quand on voit tous les plans de mise en place du duel, oui, c'était un stade de foot à l'époque. En fait, tout le monde allait voir en fait deux chevaliers qui allaient se foutre sur la gueule. Mais il faut pas oublier qu'à cette époque-là, les plus grands événements entre guillemets sportifs, c'était les joutes entre chevaliers. Ouais. Et pendant une semaine de joutes, tu pouvais avoir tout d'un coup dans un champ jusqu'à 20-30 000 personnes qui venaient se réunir. Et tout d'un coup, en fait, ce coin-là devenait la ville la plus peuplée de France. Voilà. Pour une semaine. Ça arrivait. Ça prouve aussi qu'à l'époque, les gens se déplaçaient plus facilement qu'on le voit dans certains clichés par rapport au Moyen-Âge. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce film, c'est les rapports de pouvoir entre les personnages. Il te montre très bien comment, même si t'es mon chef, je peux essayer de t'engueuler selon certains codes, certaines normes. Je vais essayer de porter plainte dès que je peux. Je sais que le coup a pas encore été fait, mais j'ai quand même porté plainte pour me prémunir de tout ça. Et on se rend compte qu'on est dans une royauté qui est très procédurière sur la recherche du pouvoir, oui.
Le chevalier joué par Matt Damon, Jean de Carouge, c'est un mercenaire, c'est un professionnel des combats. Il part en Écosse, il fait la guerre de 100 ans, il est toujours à droite à gauche pour essayer de gagner son pognon. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Enfin, excusez-moi de le dire, mais c'est un des films les plus réalistes que j'ai pu voir sur le Moyen-Âge. Exactement. Tout simplement. Du coup, foncez le voir. Pour le coup, foncez le voir. On va faire une petite pause BO vite fait parce qu'on a un petit peu en retard déjà. Donc, le dernier duel, celui que je désire, morceau chanté par Grace Davidson et composé par Harry Gregson Williams. Et voilà, donc c'était un extrait issu du film Le Dernier Duel, excellent film de Ridley Scott. Je reviens pas de dire ça de ma propre voix, dis donc. Redis-le encore une fois. Excellent film de Ridley Scott. Magnifique. Mais où est passé Roland Marotel? Où est-il? Il est enfermé dans son appartement. Il a bouffé Alien Covenant. Alors, donc, on va donc terminer notre revue critique par encore 3 films. Et je vais donc commencer par Last Night in Soho, le film de Edgar Wright qui est sorti, tout simplement. Donc, voilà. C'est déjà beaucoup. Voilà, exactement, c'est déjà beaucoup. Et l'histoire, c'est quoi? Donc, c'est celle d'une jeune fille en école de mode à Londres qui parvient donc à mystérieusement voyager dans les années 60 et se met à idolâtrer celle qui habitait à son appartement à cette époque. Elle va cependant découvrir en fait qu'un drame se cache derrière elle. Alors, bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, Edgar? Parce que là, l'écriture, elle est terriblement mauvaise dans tout le film. Je trouve qu'en fait, il y a des dialogues bas du front, il y a vraiment un problème là-dessus évident et on sent qu'il a voulu vraiment travailler à fond sur la mise en scène, qu'il a voulu donner quelque chose de son inspiration, Giallo et compagnie, mais je trouve que l'écriture est tellement mauvaise qu'il pourtant en fait tout ce qu'il voulait en fait c'était ça semblait partir sur une vague promesse en fait d'une espèce d'errance onirique sur le thème du double, donc des thèmes qui sont évidemment été évoqués par de grands réalisateurs comme dans Vertigo ou comme dans Mulholland Drive. Mais là, Edgar Wright, malheureusement, j'ai envie de dire, t'es pas du niveau. Et Wright, il emprunte beaucoup de giallo, mais même les recettes les plus rances, en fait, du genre. Donc, c'est-à-dire, on retrouve les aspects de faux réveil, d'hallucination, les scare jump putassiers, la voix off qui sonne comme un écho, les miroirs partout, etc., etc. Et en fait, plus le récit avance au fil du temps, plus en fait ça s'enlaidit, plus ça s'enlise dans une histoire qui semble quelconque, qui nous donne des indices par-ci par-là, donc comme dans un giallo, sur un aspect whodunit en fait, mais en fin de compte en fait on s'en bat les couilles de l'histoire. Et mention spéciale à l'actrice principale Thomasine Mackenzie, qui a une voix comme ça, on dirait porcinet. Voilà. Merci. Donc Pleasure de Ninja Thyberg. Porcinet par la voix, hein, je précise. Hein, non, oui. Je vais pas me faire attaquer. Hein, désolé. Antoine, c'est à toi. Moi, je vais aussi être dithyrambique sur un autre film qui s'appelle Pleasure de Ninja Thyberg. Qui, comme son nom l'indique, est suédois. Qui, comme son nom l'indique, est suédois. Elle est suédoise, absolument. C'est un film qui a eu un certain estime critique, qui a fait pas mal de bruit à l'époque. Je crois qu'il est allé à Sundance ou à Cannes, ou je sais plus, dans des grands. Oui, je crois qu'il a fait Sundance. Il avait fait, je crois, à Cannes, il a dû faire la quinzaine. Pour une très bonne raison, pour une grande raison, c'est que ce film parle du milieu de la pornographie. Du coup, il se veut assez graphique, mais tout est raté. Tout est absolument raté. C'est assez rare de voir ça. Toutes les intentions de la réalisatrice qui ont été de dire je veux dénoncer le milieu porno, elle le fait avec une mollesse que j'ai rarement vue. Alors elle se contente pour choquer le bourgeois de montrer des pénis en érection. Oui. Ah, choquer le bourgeois, oui, oh là là, bien évidemment. Attention, on a choquer vu un pénis en érection. C'est très important de choquer le bourgeois. Non, parce que j'ai entendu dire qu'à certaines projections, des gens choqués étaient sortis de la salle. Mais... Oui, comme dans Titan. Mais oui, voilà. Je choquer comprends le bourgeois. pas. Enfin, je sais pas qui est le marketing qui a inventé ce concept, mais le ça bourgeois. ne marche. Le bourgeois. Mais ça, on peut pas y croire aujourd'hui. Quand on voit juste une tête de femme à côté d'un pénis en érection, on fait oui. Et alors, on sait très bien que la pornographie est très répandue de nos jours. Enfin, qu'est-ce qui choque là-dedans? On le sait. En plus, c'est un film qui a été réalisé dans des conditions plutôt soft. Du coup, on ne ressent rien en regardant ça. On se dit juste oui, effectivement, c'est leur métier.
Et alors ? Et elle passe son temps dans son film à dire « Oh, regardez, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible ». Mais au lieu de pointer vraiment sur le problème, on voit juste le visage du réalisateur. Enfin, on a l'impression de voir juste le visage de la réalisatrice qui vous hurle dans les oreilles « C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible ». Elle ne pointe pas réellement, en fait, le système derrière. Elle ne pointe rien du tout, elle n'approfondit rien. La seule narration, c'est « Ah non, je croyais que t'étais ma best friend, en fait, tu m'as trahi pour tes ambitions. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai eu de l'ambition, honte à moi. » C'est d'une mollesse et d'une paresse intellectuelle que j'ai rarement vue, très rarement vue. Tout est raté, tout est une demi-mesure. Les plans sont pas très beaux, les scènes sont la seule scène à peu près réussie. Elle amorce quelque chose d'assez violent, d'une espèce de revanche, de colère, et qui est désamorcée immédiatement après. Et on se dit mais à quoi bon ? Et c'est comme ça, toutes les scènes, à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon. On ressort de la salle en ayant la réponse, à quoi bon, à rien. Ouais, en fait, on est vraiment dans la futilité, dans le cosmétique. D'ailleurs, c'est comme le film d'Edgar Wright, hein, c'est du pur cosmétisme. C'est-à-dire qu'à ce moment, en fait, comme je l'avais dit, il y avait une espèce de relation, en fait, qui pouvait être presque un peu pervers, un peu tendu entre le personnage de Thomasine McKenzie et la personne qu'elle voit dans ses rêves qui habitait autrefois dans son appartement. Qui est campé par Anna Taylor-Joy. On pourrait penser qu'il y aurait une espèce de similitude un peu plus, mais en fait non, tout ce qu'elle fait c'est se teindre les cheveux en blond pour la ressembler, quoi. C'est uniquement cosmétique. Oh, je vais mettre des vêtements des années 60 et tout, et il y a rien d'autre. Ouais, d'accord, effectivement. Il y a pas de substantifique moelle comme pourrait très bien l'apporter autrefois Wright, par exemple, quand il avait très bien fait Hot Fuzz ou d'une certaine manière aussi le dernier pub avant la fin du monde, mais qui s'attendait vers la comédie. Là, en fait, vu qu'il essaye de partir dans un côté très premier degré, il y a des dialogues mais qui sont nuls à chier et qui nous perdent dans cette idée-là. C'est à peu près pareil. Et surtout ce que j'ai trouvé, j'en parlais tout à l'heure avec l'homme de la cave où je disais ce qui était intéressant, c'est de retourner le point de vue et de mettre l'antisémite comme étant lui le rat de la cave. Et effectivement, peut-être dans Last Night in Soho, mais en tout cas très certainement dans Pleasure, la réalisatrice met le point de vue dans on a le beau rôle. On suit un petit peu la femme qui sera la victime de ce système, et du coup on reste du bon côté de la morale. Oui. On ne transgresse rien et au final on ne ressent rien et on ne comprend pas. On comprend même pas où est le mal puisqu'on reste constamment dans le camp du bien entre guillemets. Et le problème avec beaucoup de films un peu arty qui sortent aujourd'hui, c'est que on veut faire avancer les choses, on veut faire une espèce de montrer ce qui est bien, ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire, mais en ne prenant pas le risque de prendre le point de vue de l'horreur, de l'horrible, du méchant entre guillemets, du méchant système. On ne sait pas où on va. Exactement. Voilà. C'est l'un des gros problèmes aussi je trouve dans Last Night in Soho, c'est-à-dire que ça part pas vraiment d'un bon sens. Ça veut aller dans un style qui est quand même très particulier on va dire très inspiré de Giallo et compagnie, mais en fait ça reste bas du front, ça reste totalement en fait purement uniquement cosmétique. Et il te reste donc 1 minute 30 pour parler d'Halloween Kills. Ça tombe bien parce que j'ai pas besoin de plus. Donc l'histoire c'est quoi ? C'est suite du précédent Halloween, donc le film sorti en 2018. Donc Laurie, campée par Jamie Lee Curtis, celle qu'on envoyait déjà dans le film des années 70. Ah oui, elle revient. Donc elle était déjà dans le 2018, elle est revenue et puis elle a envoyé à l'hôpital, tandis que Michael Myers il parvient à s'extirper du piège et la ville entière en fait décide de lui rouler dessus et d'exterminer le fléau indestructible qu'est Michael Myers. Malgré sa générosité en termes de slasher, chose que l'on voyait déjà dans le précédent, David Gordon Green là en fait il prend totalement les pieds dans le tapis et sur de nombreux aspects. Déjà en fait il y a des séquences totalement inutiles à l'intrigue si ce n'est présenter des personnages que l'on sait déjà condamnés, qui ne servent à rien. Alors les séquences de flashback sont pas trop mal avec le flic, mais finalement on se rend compte qu'en fait ça sert juste à instaurer ce personnage là que l'on verra dans le prochain film en fait à peu près, on sait pas encore mais bref, le rythme du film est totalement bâtard, c'est mal scénarisé, ça essaye d'en faire une œuvre politico-philosophique, moraliste pendant de nombreux moments, et ça oublie totalement le côté un peu fun et décomplexé qu'avait aussi son précédent. Il y a trop de personnages qui sont instaurés et qu'on s'en bat totalement les roustons, et c'est le gros problème du film, c'est que du coup forcément quand on essaye d'en faire trop, on n'en fait pas assez. Et voilà, allez voir le dernier duel. Allez voir, alors en termes de conclusion, allez voir le dernier duel. Mourir peut attendre, c'est quand même quelque chose d'intéressant à voir en termes de conclusion d'un monde.
L'homme de la cave, si tu veux. Allez, pourquoi Pig pas. est intéressant d'une certaine manière, et French Dispatch, comme le disait Jonathan, ça reste à voir aussi pour les fans de Wes Anderson. Pour le coup, on s'arrête là-dessus. On revient donc la semaine prochaine pour un nouveau sujet qui sera donc le serial killer. Et la semaine prochaine, tout simplement. Hein. Bienvenue, bientôt, et puis à la prochaine sur RCN. Salut. RCN, www.rcn-radio.org